Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est le dernier jeudi, bonjour à tous, de cette magnifique saison avec Philippe David. Good evening. Oh non, je co-anime avec J.R. Ewing. Alors vous savez pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui c'est la fête nationale américaine et si vous permettez, je vais présenter les vraies voix en anglais. Vous permettez ? Oui. Welcome to the True Voices with the great Cécile de Ménibus and three fantastic debaters. A judge, a businessman and a communist. Thank you very much. Mr. McCarthy, I'm so happy to see you. Your English is fucking bad. Like you. Et excusez-moi, en traduction française, suis-je la première dame ? You are the first lady. I'm the first lady. And I the president. Oh, dis donc. Quelle horreur, quelle angoisse. Donc si attendez, il faut qu'on s'organise là. Donc si moi je suis la première dame, vous êtes le président, ça veut dire qu'on est mariés. Ah oui. Non, je vais me réveiller. Non, c'est un nightmare, c'est un cauchemar. No, it's amazing. Tu sais comme pour les Américains, it's amazing. Les amis, on vous souhaite la bienvenue. Merci à Philippe David pour ce sketch. Ça fait 15 jours qu'il le travaille. Je l'ai pas préparé, ça s'est fait. J'y ai pensé tout à l'heure, comme c'est le 4 juillet. Après, il va nous le redire. T'as vu quand j'ai dit ça, comme c'était bien. C'était génial. T'as aimé, il est presque mieux au naturel. Oui, j'étais drôle ou pas ? Oui, j'étais drôle. C'est super drôle. Chers amis, 0826 300 300. Vous voulez garder Philippe David, tapez 1. On a déjà tapé 2. On vous souhaite. En masse. Vous voulez bien entendu ça fait qu'un quart d'heure que Ménard et moi avec nous. 0826 300 300. Allez, on vous souhaite la bienvenue. On est ravis de vous accueillir jusqu'à 19h au sommaire de cette émission avec un peu plus de sérieux. Le grand débat du jour, c'est à 17h30. Un constat qui raconte un clivage alors que le RN fait près de 30% des suffrages au niveau national. Les plus grandes villes résistent à la poussée du parti de Jordan Bardella et ont élu et réélu même dès le premier tour leurs députés, tous issus du Front populaire. Alors parlons vrai, y a-t-il une France des villes versus une France des champs ? Ou est-ce plutôt la France des gagnants de la mondialisation contre la France des perdants de cette même mondialisation ? Et à cette question, y a-t-il deux France irréconciliables ? Vous dites oui à 90% sur Twitter. Vous voulez réagir, vous ne pouvez être que gagnant en lui parlant. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po. Et puis le coup de projecteur des vraies voix. Quelques 217 candidats ont décidé de se retirer des législatives alors qu'ils étaient qualifiés pour le second tour. Objectif, tenter d'empêcher une victoire du Rassemblement national dans leur circonscription. Des hésistements essentiellement opérés par des candidats issus de la gauche et de la coalition présidentielle. Alors parlons vrai, est-ce qu'Emmanuel Macron ne se moque pas du monde quand il dit rendre la parole aux Français, mais décide de faire barrage à une grande partie d'entre eux ? Est-ce que le président de la République s'engage trop ou pas assez dans la campagne ? Et à cette question, peut-on barrer la route au RN quand on a promis de rendre la parole aux Français ? Vous dites non à 95%, vous voulez réagir, encore et toujours le 0826 300 300. Et après tout ça, on vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger. The President. Monsieur Philippe Bilger, the famous. Monsieur Philippe Bilger, hier, il a fait la fête. Oui. Ah ouais. Comment ? Vous avez fait un peu fait la fête hier soir. Un peu. Voilà, j'ai attendu le moment important, le remarquable petit discours de Patrick Roger. Voilà. Et je suis parti. Et j'ai failli le manquer. Heureusement que vous étiez là. Et ben voilà. Et on vous remercie d'ailleurs. On remercie les équipes de Sud Radio d'avoir organisé cette fête de fin d'année avec toute l'équipe. Et je peux vous assurer que Sud Radio est une très grande famille. Et ça s'est vu encore hier, de générations de talents, d'idées totalement différentes. Mais ça fait un très joli melting pot. Et on adore ça. Et Françoise Degois est avec nous, éditorialiste. Et on s'aime en fait. Et on s'aime. Pour le moment, on s'aime. Jusqu'ici, tout va bien. On s'aime quoi ? On s'aime les graines du succès. On sème les graines du bonheur. Elle appuie 2 pour m'éjecter, elle dit on s'aime. Oui, mais parce que c'est l'amour vache entre nous. Moi, on adore se détester un peu quand même. Si on vous avait pas pour vous torturer, qu'est-ce qu'on s'emmerderait quand même. Sébastien Ménard qui est avec nous depuis 2 ans maintenant, qui a bien grandi. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech et président du comité éditorial du journaliste quotidien Presse Libre.
Ça va Sébastien? Ça va pas Il trop a mis mal, sa ouais. cravate aujourd'hui. Ah oui, Oula. ouais. Ça sent le rendez-vous à Matignon, sent ou à la bonne l'Élysée. raclée que je vais infliger à mes comparses. Ah bah tu peux y aller, moi j'ai pas bossé, j'ai rien fait Voilà. du tout. Voilà, J'ai- très si bien, j'ai- très c'est bien. une Comparse, c'est un peu méprisant, ça, mon cher. J'ai pas dit camarade. Et il a dit comparse, encore, et il a dit- camarade. et il a dit Allez. comparse en un seul mot. hein. Oui, exactement. Avec Nathalie qui fait partie du jeu des vraies voix aujourd'hui, Nathalie de l'Essonne. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bonsoir à tous. On est content de vous accueillir, ma chère Nathalie. De quoi parle-t-on dans un instant? Alors, de quoi parle de la communication de Monsieur Macron père sur la dissolution de l'Assemblée. Ah oui, très bien, très bien. En attendant, vous nous laissez des messages tous les jours sur notre répondeur. On vous en remercie. 0826 300 300, on écoute. Bonjour, je m'appelle Mireille, j'habite à Lavore dans le Tarn. J'appelle concernant Manuel Valls qui est invité en ce moment partout, sur toutes les radios, sur tous les plateaux télé. Ce monsieur a quitté la France, il est parti se présenter, faire de la politique en Catalogne, à Barcelone. Donc je vois pas pourquoi il vient se mêler de notre situation actuelle. On ne peut pas être dans deux pays, on ne peut pas faire la politique dans deux pays, il faut faire un choix. Manuel C'est Valls une qui était l'invité ce variation matin sur de la- Jean-Jacques Bourdin. C'est Ah pour bon, ça que je très le dis. bien. Donc on aura une question sur lui Non, tout non, à pas du l'heure. tout. Pas du C'était tout. chez Jean-Jacques Bourdin ce matin Ce qu'il matin. était, c'est pour ça que ça fait réagir Mireille Oui, mais dans Delavant. le jeu, peut-être. Ah, Non, non, peut-être, tout à l'heure. peut-être. Non. Je ne sais Ah oui, pas. mais pas cette. C'est une variation sur la binationalité, si j'ose dire. Moi, j'aime beaucoup Manuel Valls, pas tout le temps. Pas à chaque séquence de sa vie politique, mais depuis quelque temps, je le trouve excellent. Françoise Degois. Oui, moi je suis d'accord absolument avec notre auditrice. Manuel Valls ne sert qu'à dire toujours la même chose, c'est-à-dire les gauches irréconciliables. C'est-à-dire que à chaque Vous êtes moment d'accord avec Philippe Bilger ou avec notre auditrice Je suis d'accord avec votre auditrice. Mireille. Manuel Valls ne représente plus rien ni personne. Il a peut-être été Premier ministre. Il a tout perdu en France par sa faute à lui. Il a tout perdu en Espagne. Je rappelle qu'il est capable de faire des alliances dans une coalition avec l'extrême droite espagnole ou les anti-indépendantistes. Ça n'a pas de sens. Donc Manuel Valls, à chaque fois qu'il y a une élection, un enjeu profond est inlassablement ressorti, tel l'épouvantail, avec un seul discours, les gauches irréconciliables. La réalité, on le verra avec le rolling et on le verra dimanche soir. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que ce soit sur le Rassemblement national ou sur le Front populaire, toutes les manips de diabolisation n'ont pas marché. Sébastien Ménard. Alors, vous êtes un peu contradictoire, Françoise Degois, parce que vous nous dites toujours, enfin, vous m'aviez dit que le statut d'ancien président ou d'ancien Premier ministre conférait, je dirais, mais si Ça vous fait- l'avez quand est-ce que j'ai dit vous l'avez ça dit il y a 3 Mais quand semaines. Mais Vous l'avez quand dit il y a 3 semaines quand Sur quoi Hollande s'est positionné pour cette tout. nouvelle NUPES. Si, Pas bien du sûr tout, que mais si. pas- mais je n'ai jamais dit la ça, non. parole de Manuel Valls, moi je suis comme Bien sûr, comme les gens de Philippe droite Bilger. l'adorent, évidemment. Je la pense sensée et je trouve qu'il revient de la manière la plus intelligente qui soit dans le débat et sa voix porte et sa voix compte. Mais il revient en permanence. Il est Allez, déjà on en revenu parlera. pour les législatives en Françoise. 2022. Il s'est Françoise, fait on n'a pas le temps. étrier pour les Français de l'étranger. Enfin, Allez, direction le standard avec Nathalie de l'Essonne sur cette prise de parole du père d'Emmanuel Macron sur la dissolution, ma chère Nathalie. Oui, c'est une drôle de communication qui a été bien sûr à dessein. Donc papa aurait parlé au fiston entre le thé et les petits gâteaux d'une dissolution, en tout cas le fiston au père d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Il a des conseils en communication. Je trouve cette communication, cette prise de parole lunaire. Et loin de rassurer, elle nous inquiète. Elle fait apparaître un président un peu adolescent. Et je pense que l'effet escompté n'est pas. C'est contre-productif, c'est ce que vous voulez dire. Oui. On avait eu Philippe Philippe Bilger. Bilger, on avait eu Papa Madi avec Jean-Christophe et François Mitterrand. Là, on a Fiston Madi avec le père d'Emmanuel Macron. Les déclarations du père ne sont pas ridicules, mais je rejoins ce qu'a dit notre auditrice. Nathalie, il annonce la dissolution à son père il y a 2 mois. Bruno Roger Petit annonce la dissolution à Pascal Praud avant d'en parler à Gabriel Attal. Tout ça donne une impression de cacophonie un peu désagréable. oui, et puis psychanalytiquement, c'est très intéressant. Enfin, je veux dire, Emmanuel Macron s'est toujours présenté quasiment comme un homme sans famille. Il a toujours caché sa famille, son père, sa mère, et ses frères et ses sœurs. C'est pas pour reprendre la ça chanson. serait le bonheur. Et d'un seul Sébastien. coup, le père apparaît. Moi, je trouve ça très C'est étrange. absolument, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est absolument pas téléguidé. C'est qu'il y a effectivement la vie d'Emmanuel Macron, en tout cas sa mère, son père, et il a toujours mis un petit peu plus en avant
sa maman que son papa. Son papa est arrivé assez tard, je dirais, dans la vie publique d'Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, on a plutôt le sentiment, je dirais, d'une sortie personnelle, avec en opportunité le bon journaliste. Une action téléguidée. Qui est allé chercher la bonne petite phrase. Voilà. Nathalie, vous restez avec nous et vous êtes la bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Dans un instant, les 3 infos des législatives. Ce sera avec Félix Mathieu et la parole du procureur. Que va dire le procureur aujourd'hui ? Eh bien, il va parler de Benoît Jacot, rapidement. Eh bien, on va en parler dans un instant. On vous souhaite la bienvenue. Aurore vous attend, bien entendu. Elle va vous coacher comme elle sait faire et on vous attend jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix du jeudi sont des vraies voix formidables. Philippe Bilger, Françoise de Goua, avec Sébastien Ménard. On m'a demandé de faire vite, donc du coup je fais vite. Hein. J'ai dit ce qui me passait par la tête. Dans un instant, les trois infos des législatives avec Félix Mathieu. De quoi parle-t-on ? On va parler de Marine Le Pen qui voit dans les désistements un parti unique pour barrer la route au Rassemblement national. De ce climat tendu aussi dans ces élections législatives. La ministre Prisca Thévenot agressée après une candidate RN en Savoie hier. Et puis de cette mobilisation, 30 000 policiers et gendarmes prévus dimanche pour le second tour. En 3 mots, ça donne front, agression et mobilisation. A tout de suite, la parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et si vous voulez requérir sur la mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire de Benoît Jacot, le cinéaste. Oui, très rapidement et de manière très sincère, même si nous sommes dans un débat médiatique. Benoît Jacot a été mis en examen pour 2 viols et placé comme témoin assisté pour d'autres. Il est également placé sous contrôle judiciaire. Je vais très vite et malheureusement je ne pourrais pas développer tout cela. J'ai le sentiment, quand je vois cette démarche judiciaire, à la fois d'une certaine manière que justice est faite, mais qu'on s'insère tout de même dans une vie intime qui a duré quelques années. Et donc, si j'avais le temps, ma chère Cécile, allez-y, vous avez un peu de temps, Philippe. Je veux dire, il y a les deux. À la fois, c'est bien de saisir la justice, mais d'autre part, j'espère que le moment venu, on pourra mettre en œuvre toutes les argumentations qui font douter d'une réelle emprise, de mon point de vue. Françoise de Goua ? Je sais pas, moi ces histoires me glacent toujours. Et puis bon, je sais très bien qu'on n'est pas d'accord autour de cette table, mais mon sentiment c'est qu'il faut entendre la sincérité des femmes. Ah, bien sûr. C'est vrai que par exemple, je me chamaille souvent avec notre chère amie Elisabeth que j'adore, mais on n'est jamais d'accord sur cette question. C'est moi je peux entendre que la sincérité de Judith Godrèche se réveille même 40 ans après. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ah oui, bien sûr. Je peux entendre tout ça. Là, elles sont mineures, hein, donc ça change la donne quand même. Elles sont mineures, donc ça veut dire qu'elles sont... C'est bien, donc écoutez, quoi qu'il advienne, quel que soit le niveau, je pense que nous sommes dans le processus à nouveau de MeToo et que c'est dans la globalité quelque chose d'extrêmement positif. Voilà. Sébastien Ménard. Moi, je suis toujours tiraillé entre, effectivement, la parole première doit aller aux victimes. Enfin, c'est une évidence. Après, évidemment, moi, je connais pas ce monsieur Jacot, je connais en partie ses travaux, et notamment ses travaux culturels. La réalité, c'est que face à la morale d'hier, la morale d'aujourd'hui et la morale de nos enfants, il est totalement disqualifié. C'est ça la réalité. Et après, effectivement, que la justice passe des années après, il faut que la justice passe. Tirailler vaut mieux que tirailleur, en tout cas, mon cher Sébastien. C'est vrai, aussi. Non, mais c'est vrai qu'on fait de la conduite sur verglas sur ces dossiers. Absolument. Mais l'idée de partir du principe, c'est là-dessus qu'on peut se battre. En réalité, ce que le débat vraiment devient dur, c'est est-ce qu'on part du principe que la parole des femmes doit primer ou pas ? Moi, je pars du principe que la parole des femmes doit primer, même si parfois il y a des débordements. Je pars de ce principe dans ce moment-là, dans cette conquête de nouveaux droits et d'un nouveau respect des femmes. Moi, je pars de ce principe-là. Ça ne veut pas dire que je dis Jacot coupable et que je suis magistrat instructeur. C'est ça, primer, je discuterai. Moi, je dis primer, voilà, c'est ça le vrai sujet. Moi, je dirais, elle doit être questionnée. Moi, je dis, elle doit primer, en fait. Et moi, je suis toujours de ceux, et peut-être maladroitement, encore une fois, donc ça va n'engager que moi, et je fais toujours le distinguo entre un homme qui peut mal se comporter par un mauvais mot, etc., dans une soirée, et qui va se prendre un bashing médiatique extrêmement violent, et quelqu'un qui est un prédateur et qui a violé. Je suis d'accord. Voilà. Moi, je peux entendre aussi cette différence. Là, ce qui est intéressant,
intéressant dans cette affaire, c'est qu'il y a une jeune fille qui était mineure à l'époque, qui est sortie des griffes, de ces griffes, qui n'a pas porté plainte. Et cette parole, elle est très importante, parce que du coup, elle ne revendique rien. Elle dit juste, je l'ai vécu, donc ce qui apporte du poids aux autres. Non, mais c'est bien ce que dit Cécile, parce que ça met de la nuance, en fait. En fait, on a besoin d'un débat de nuance, en réalité, comme ce que vient de dire Sébastien. Qui a vécu avec sa victime pendant 5 à 6 ans, il y a un problème. Il y a un problème de quoi? Il y a le problème du prédateur. Il n'y a pas seulement. Mais parce que vous n'avez jamais été sous domination, Philippe. On ne mettra pas d'accord. Vous n'avez jamais été sous emprise. Quand vous lisez Springora, vous comprenez? Allez, on vous mettra pas d'accord, les amis. Allez, on est en direct du Tour de France. Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs, présente Sud Radio fait son tour de France. Bonsoir Vincent Barthaud, notre consultant Sud Radio sur le Tour de France. C'est l'arrivée, on est à quelques centaines de mètres, à un peu moins de 2 km de l'arrivée de l'étape Mâcon-Dijon, 163 km, 500, on vous écoute. Sixième étape, et ça va se régler au sprint, c'est sûr et certain. Effectivement, on a un petit peu musardé sur cette étape qui a quand même été courue à 46 de moyenne. Certes, l'étape n'avait que 1000 mètres de dénivelé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, aucune échappée n'a réussi à sortir du peloton. Et là, on est sur le contrôle de toutes les équipes de sprinteurs. Y en a qui veulent encore gagner, forcément, avec Mark Cavendish hier, mais beaucoup de sprinteurs comme Jasper Philipsen, Sam Bennett, Wout van Aert, Dylan Groenewegen veulent gagner. Oui, dites-moi. Non, je disais Jasper Philipsen qui est un favori aujourd'hui. Oui, c'est un favori forcément, c'est l'ancien maillot vert sur le Tour de France, donc automatiquement c'est lui qui a le plus de gagnés d'étapes sur le Tour de France ces dernières années. Donc automatiquement c'est un équipier à Adrie Van Der Poel, à Mathieu Van Der Poel qui est le champion du monde, c'est lui qui l'emmène. Donc Jasper Philipsen, mais il y en a d'autres, vous savez, il y a aussi Danny Van Poppel, il y a Arnaud Delis, le coureur de la Lotto. Alors que maintenant on est pratiquement à 600 mètres de l'arrivée. On est en train de se déployer sur tous les côtés. L'équipe de Van Der Poel qui est en train d'emmener justement pour Jasper Philipsen, qui lui emmène vraiment le sprint incroyablement. Mathieu Van Der Poel a l'air vraiment très très fort. Il y a aussi Wout van Aert qui se détache sur le côté. Le sprint est lancé avec Arnaud Delis. Il y a aussi le coureur de Mats Pedersen de la Trek qui est à droite. Il se détache légèrement, c'est incroyable. Mathieu Van Der Poel normalement, mais je suis pas sûr. C'est vraiment une arrivée très très serrée. Ah oui, c'est à la photo finish là. Ouais. Là ça se joue au quart de boyau. Finish, incroyable. Je crois que c'est Dylan Groenewegen, le coureur de la team Yaeco qui a gagné aujourd'hui. Dylan Groenewegen qui fait aussi forcément partie des grands sprinteurs. Vous savez, pour gagner, il faut avoir un petit peu de chance. Et puis quand on perd, aussi c'est pareil, c'est pas forcément évident. Une petite vague dans les derniers mètres. Mais je pense que c'est Dylan Groenewegen qui a gagné cette étape aujourd'hui à Dijon. Merci beaucoup Vincent Barthaud. Merci, encore une Vincent. arrivée au sprint et toujours avec le même bonheur d'écouter votre passion Vincent. Et on vous retrouve Sud demain. Radio fait son tour de France. Avec agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs. Les vraies voix Sud Radio. Et tout de suite les 3 infos des législatives avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix, avec 3 mots qui sont front, agression et mobilisation. Marine Le Pen dénonce, je cite, un parti unique pour barrer la route au Rassemblement national, allusion au front républicain, au désistement à gauche et au centre pour éviter des triangulaires. Climat de plus en plus tendu dans cet entre-deux-tours des législatives. La porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot indique avoir été agressée après une candidate RN en Savoie hier. Et puis 30 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour ce second tour dimanche. Les vraies voix Sud Radio. Mais d'abord, à 3 jours du second tour, voici les projections en siège de notre rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, LCI et Le Figaro. On rappelle qu'il faut 289 députés pour avoir la majorité absolue à l'Assemblée. En premier, le RN obtiendrait 210 à 240 sièges, puis le nouveau Front Populaire, deuxième, compterait 170 à 200 élus. Les macronistes, la majorité relative sortante, occuperaient ensuite 95 à 125 sièges. Puis pour LR divers droite, entre 25 à 45, ce qui fait pas une majorité, même en les additionnant tous au RN. En tout cas, le rolling IFOP fiducial est à retrouver sur sudradio.fr.
Et puis Marine Le Pen qui dénonce un parti unique pour priver le RN de la majorité absolue. Allusion à ce front républicain qui s'est mis en place, ou en tout cas à ces plus de 200 désistements de candidats arrivés 3e à la gauche et au centre. Il est un département en tout cas où les candidates RN ont beaucoup fait parler d'elle. Vous savez, la Mayenne, avec l'une condamnée à de la prison ferme pour prise d'otage en 95 et l'autre qui a voulu prouver qu'elle n'était pas raciste en évoquant, je cite, son ophtalmo juif et son dentiste musulman. On l'entendait il y a quelques jours. Eh bien, tout ça n'est pas anecdotique mais très révélateur, estime l'adversaire de cette dernière, le député PS sortant et ancien maire de Laval, Guillaume Garot. Tout ça, c'est finalement la face cachée de Bardella et du RN. Et ça montre quoi? Que l'extrême droite reste ce qu'elle est. Il y a des ressorts violents et puis une extrême droite qui est absolument incapable de gouverner le pays la semaine prochaine. Guillaume Garot, candidat PS du Nouveau Front Populaire dans la première circonscription de la Mayenne. Gabriel Attal se rend dans les Hauts-de-Seine aujourd'hui pour soutenir sa ministre victime de violence. Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, se trouvait en plein collage à Meudon hier soir avec sa suppléante et des militants lorsqu'ils ont demandé à un groupe de jeunes d'arrêter de dégrader leurs affiches. Ces derniers en sont venus aux mains. Certains militants et la suppléante, blessés au bras et la mâchoire, ont été hospitalisés. La ministre, elle, n'a pas été touchée. En tout cas, peu avant ça, hier, c'est une candidate RN en Savoie qui indiquait avoir été agressée avec 8 jours d'ITT à la clé. Derniers événements en date d'une série d'incidents liés à la campagne des législatives. Et dans ce climat, 30 000 policiers et gendarmes sont mobilisés en vue du second tour. 30 000, dont 5 000 à Paris et sa région. Objectif affiché par Gérald Darmanin, éviter que l'ultra-gauche ou l'ultra-droite ne crée des désordres. Il se passe quelque chose qui confine à la libération de la violence, déplore dans ce contexte le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup Félix Mathieu. Dans un instant, avec un score 3 fois plus faible à Paris que dans le reste de la France, le RN a obtenu que 10% des suffrages dans la capitale. Une preuve que la déconnexion entre les villes et le reste du pays existe, Philippe. Parlons vrai, y a-t-il une France des villes versus une France des champs? Ou est-ce plutôt la France des gagnants de la mondialisation contre celle des perdants? Et à cette question, y a-t-il deux France irréconciliables? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et Bruno Cotresse sera avec nous dans quelques instants, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Soyez les bienvenus et merci de votre fidélité à la maison Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix comme tous les jours jusqu'à 19h. On est ravis de vous accueillir. Encore un dodo et ce sera la dernière, Philippe David. Pour vous, oui. Pour moi aussi, ce sera la fin, mais de notre dodo, vous allez me manquer. Ok, super. Et bon, j'avais déduit que je ne lui manquerai pas. Je te dis pas le vent que tu viens de ramasser. Ah non, mais là, c'est pas le vent. Là, c'est la tornade, c'est l'ouragan, c'est un typhon. C'est de la steppe et la garrigue. Un seul être vous manque et tout est repeuplé. Heureusement, parce qu'avec moi, elle a été Girodur. Ouais. Elle est bien, elle est bien. C'est beau, c'est bien, c'est un sens de la propos, tu vois. On y va comme vous voulez. Allez. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Extrêmement content. Heureux, moi. Ouais, c'est très heureux. C'est des bons résultats, c'est ce qu'on attendait. Comme si j'avais la gueule de bois. Je ne veux pas pleurer, mais voilà. Je suis très déçue. Qu'est-ce qui vous motive à voter RN aujourd'hui? La sécurité en France, malheureusement, bon... que le RN monte comme ça, c'est infâme. Première fois en France, on en est à ce niveau-là, c'est infâme. Je sais pas comment vous dire. C'est atroce, voir des extrêmes comme ça. Et c'est un constat qui raconte un clivage, alors que le Rassemblement national fait près de 30% des suffrages au niveau national. Les plus grandes villes résistent à la poussée du parti de Jordan Bardella et ont élu ou réélu dès le premier tour leurs députés, tous issus du nouveau Front Populaire. Alors parlons vrai, est-ce que pour vous il n'y a pas plutôt trois France? Les quartiers cossus qui votent pour Renaissance, la France rurale qui vote pour le RN et les banlieues qui votent pour LFI. Est-ce que les marqueurs sont uniquement sociaux? Et à cette question, y a-t-il deux France irréconciliables? Vous dites oui à 90%, vous voulez réagir. Les vraies voix ne sont pas irréconciliables et c'est au 0826 300 300. Et on accueille Bruno Cotresse qui a la gentillesse d'être avec nous aujourd'hui, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF et auteur de ce rapport en 2019, Fracture territoriale et sociale, portrait d'une France en morceaux. Merci d'avoir accepté notre invitation Bruno Cotresse et bienvenue sur Sud Radio. Philippe Bilger, ces deux France irréconciliables. Je vais essayer. C'est un sujet passionnant et je ne voudrais pas laisser
laisser apparaître le moindre mépris dans ce que je vais dire. Oula. Non, mais parce que on est un peu obligé, me semble-t-il, d'opposer les classes rurales, le peuple, aux urbains. Et quand je parle du peuple, je l'intègre dans mon raisonnement dans toutes ses composantes politiques, de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, et j'ai le plus grand respect pour ce que représentent les citoyens. Mais il me semble que l'interrogation légitime de Sud Radio renvoie peut-être à des causes diverses, notamment le fait qu'il me semble, sous toute réserve, que les villes sont plus politisées, que par conséquent la réflexion a peut-être plus d'importance qu'un instinct que je ne méprise pas, mais qui crée plus de pulsions que de stratégie à long terme, et bien sûr des conditions sociales qui font qu'on a une France abandonnée et des métropoles qui sont plus installés plus confortablement dans la société d'aujourd'hui. Françoise de Gaulle. Oui, alors moi je vais pas du tout dans ce sens. Alors bien sûr le clivage existe. J'ai pris une claque, moi vraiment, en observant circonscription par circonscription, la claque de tous les partis dans la ruralité. C'est pas simplement la gauche, mais on voit bien que même des gens comme Charles de Courson, qui sont indéboulonnables, sont en difficulté. Depuis 30 ans. Sont en difficulté parce que c'est là. Donc ce clivage existe. Il y a une ruralité qui a été... En tout cas, les habitants ont eu le sentiment d'être abandonnés par l'ensemble des partis, sauf le Rassemblement national. Ça, c'est évident quand vous regardez circonscription par circonscription. Le deuxième point, je dirais pas que c'est les gagnants de la mondialisation. Je pense que la France rurale, elle est abandonnée avec ses agriculteurs, bien sûr, mais les agriculteurs en soi, c'est pas un corps électoral très important, mais ils ont une capacité d'influence qui est très importante. Et puis, c'est la question de est-ce que je suis à 20, 30, 40 kilomètres d'un hôpital? Est-ce que je suis à 20, 30, 40 kilomètres d'un médecin ou d'une école. Ou d'une école. Ou d'une école. Edgar Morin, il y a 25 ans, il y a 20 ans, avait fait un travail considérable sur les politiques de civilisation qu'il résumait ainsi: il faut réconcilier les villes et les campagnes. C'était il y a 20 ans, et bien nous y sommes. Et vraiment, le gouvernement, quel qu'il soit, c'est ça son travail. Sébastien Ménard. Moi, je suis très partagé parce qu'il y a effectivement une lecture géographique. Il n'y a pas qu'une lecture géographique, il y a aussi une lecture sociale, il y a une lecture économique, c'est-à-dire celles et ceux qui payent pour les autres. On l'entend beaucoup sur les marchés, on l'entend beaucoup dans cette campagne. Moi, beaucoup de gens autour de moi qui sont des gens de centre-gauche, qui sont des gens de centre-droite, etc., n'ont ni voté pour le centre-gauche, ni voté pour le centre-droit, et ont eu ce geste, je dirais, politique, très politique pour le coup, de dire j'en ai marre et je vais essayer autre chose. Et ils ont effectivement essayé de voter très à droite et de voter pour les candidats soutenus par Jordan Bardella. Donc ça, c'est une lecture qu'il faut comprendre. Et évidemment, moi, je suis pas sûr qu'il y ait deux France. En tout cas, il n'y a pas deux France il y a effectivement deux France géographiquement, il y a deux France socialement, il y a deux France économiquement. J'ai même envie de dire, il y a deux France culturellement. Parce qu'en fait, vous avez aujourd'hui un certain nombre de Françaises et de Français qui, et c'est triste, qui pensent que le vivre ensemble est une tarte à la crème, qui pensent que le multiculturalisme à la française est un échec. Et il faut le comprendre, ça. Voilà, moi, je le déplore totalement, mais c'est une réalité. Donc, je peux pas dire que quelque part, les deux France, elles ne sont que géographiques, villes versus les campagnes. Bruno Cotteret, vous êtes politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. En 2019, vous aviez fait un rapport, Fracture territoriale et sociale, portrait d'une France en morceaux. C'était il y a 5 ans. Est-ce que 5 ans après, la France est encore plus en morceaux, j'allais dire éparpillée façon puzzle? En tout cas, les morceaux n'ont pas été raccommodés entre eux, c'est certain. On avait observé effectivement, dans cette très grosse étude, on avait observé le poids effectivement des fractures gigantesques, mais absolument gigantesques, territoriales, mais aussi, ça vient d'être répété, sociologiques. Et on avait un quart des gens qu'on avait interrogés, qu'on avait qualifiés de personnes qui se sentent complètement reléguées, au fond assignées, qui ont le sentiment d'être totalement coincés dans le pays dans lequel ils vivent. Ils voudraient partir des quartiers, des banlieues parfois où ils habitent, ou de là où ils vivent. Ils peuvent pas, ils en ont pas les moyens. Vous savez, déménager et traverser la rue pour trouver un boulot, comme disait un président de la République,
ça nécessite d'avoir de la trésorerie, ça nécessite d'avoir de la confiance en soi pour projeter. Et il y a une partie du pays qui est à genoux de ce point de vue-là, sans vouloir dramatiser outre mesure. C'est vrai, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a une fracture. Il y a une autre partie du pays, ça représente un autre quart des personnes qu'on avait interrogées, qu'on appelait les affranchis, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas vraiment de barrières, ils ont du capital social, ils ont du capital culturel, ils ont du capital économique, ils peuvent bouger, ils peuvent faire de la mobilité pour trouver un autre job, pour aller habiter dans un endroit plus agréable. Voilà, effectivement, on avait été frappé de l'ampleur des fractures, et moi je ne suis nullement surpris de ce que j'observe aujourd'hui, 5 ans après. Je vais vous donner un chiffre qui en disait long. On avait demandé dans cette enquête aux gens s'il leur arrivait parfois, jamais, de temps en temps, régulièrement d'être en découvert bancaire. Et on avait une partie très importante de la population qui était régulièrement en découvert bancaire, avec un découvert qui commençait de mémoire, en moyenne, vers le 17 ou le 18 du mois. D'ailleurs, une donnée qui est très impressionnante. Et il y a une partie du pays qui n'arrive pas à comprendre que le politique ne réponde pas à une question simple, qui est « Pourquoi je vis dans un pays riche et je galère ?» Philippe Bilger. Bruno, l'une des idées que j'avais trouvées les plus fortes du président de la République en 2017, c'était sa volonté de lutter contre ce que vous avez vous-même appelé les assignés à résidence, à destin, que ce soit dans les campagnes ou dans les villes ou dans les banlieues. À votre avis, pourquoi ce très beau dessein politique et social a-t-il échoué ? Parce que les vecteurs de cette assignation sont puissants, sont très puissants. On ne change les choses que sur une très longue durée. On pourrait dire, par exemple, qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la création d'un système de sécurité sociale et d'un ensemble de politiques sociales qui accompagnent et qui nous aident à faire face aux grands risques de la vie, la maladie, la vieillesse, etc., a changé le destin quand même des individus, mais il faut des décennies. Et c'est vrai que le politique, avec ses promesses de tout changer en quelques années souvent, a beaucoup de mal à convaincre, même de sa sincérité, même quand il l'est. Et puis par ailleurs, les grandes inégalités de destin, elles se jouent toujours quand même fondamentalement dans le creuset du lieu de naissance, du capital culturel de la famille, voilà, des choses qui sont très 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 lourdes. Et on peut pas dire que rien n'a été fait non plus, ça serait vraiment ne pas rendre justice. On peut pas dire que rien n'a été fait. L'exécutif a le sentiment qu'il a voulu faire évoluer les choses quand il a fait par exemple ce qu'ils appellent le reste à charge zéro. Mais malgré le reste à charge zéro, les inégalités socio-économiques face aux soins médicaux, dentaires en particulier, sont toujours extrêmement importantes. Voilà. Et ça ne se change pas. Ça ne se change pas du jour au lendemain. Et l'exécutif a pensé avoir apporté un certain nombre de réponses. Et on a vu au moment de la crise des Gilets jaunes qu'une partie du pays ne le vivait pas comme ça. Bruno Cotrez, est-ce que finalement dans le RN, est-ce qu'il voit un espoir, soyons clairs, ou alors c'est le dernier fil qu'il faut tirer parce qu'ils ont l'impression d'avoir tiré tout? C'est les deux à la fois. Dans une enquête récente faite par le CEVIPOF, nous avons demandé aux personnes qu'on a interrogées il y a quelques jours avant la dissolution, quelques jours avant le premier tour, on leur a demandé s'ils voyaient dans cette dissolution de l'inquiétude, de l'incompréhension. C'était l'inquiétude et l'incompréhension, bien sûr, qui dominaient, mais certains y voyaient de l'espoir. Mais le sentiment d'espoir, il était beaucoup, beaucoup plus grand parmi l'électorat du Rassemblement national. C'est l'électorat du Rassemblement national qui, même avant, loin devant celui de la France insoumise, a vu cette dissolution comme un espoir, c'est-à-dire un espoir d'en finir et un espoir fondamentalement de virer le pouvoir. Donc, il voit le Rassemblement national, son électorat, comme à la fois un porte-parole d'un tas de douleurs, de souffrances objectives et subjectives, et puis aussi peut-être comme un espoir de revenir vers un pays dans lequel il se sentirait davantage associé, davantage respecté. Voilà. Quand vous prenez la communication de Jordan Bardella, y compris hier soir chez BFM TV, il l'a redit,
il insiste beaucoup sur cette idée que lui se présente comme le candidat qui va respecter, considérer, prendre en considération. Et rappelez-vous, dans la crise des Gilets jaunes, le leitmotiv, c'était on ne peut pas vivre dignement de son travail aujourd'hui. Direction le 0826 300 300, notre vraie voix du jour, Nathalie. Nous vous écoutons, Nathalie. Est-ce que pour vous, il y a deux France irréconciliables, voire plus, hein? Oui, je pense que, en tout cas pour le moment, elles sont irréconciliables. Effectivement, les conseillères sont pas les payeurs. C'est-à-dire que, en plus pour notre corporation, je suis enseignante, il y a une bien-pensance de gauche qui a toujours été là, qui finalement ne résout pas bien grand-chose, qui est bien pour ceux qui sont un peu nantis, qui se sont mis à l'abri. Et puis pour ceux qui ne le sont pas, eh bien, je pense que le RN, j'ai rejoint M. Cotresse, c'est ça? Oui, Bruno Cotresse. Bruno Cotresse, c'est une planche de salut. Les gens en aura le bol, et je pense aussi que pour nous avons eu quand même 2 professeurs assassinés et on ne s'en remet pas. Ah, c'est fort ce que vous dites. C'est important. C'est très important ce que vous dites. Après, vous mettez les larmes aux yeux. Il faut. Je comprends ce que vous dites, mais la réalité, c'est que quand vous voyez les indications de vote, on est quasiment autant. Les classes populaires votent autant aujourd'hui pour le Front de gauche, pour le Front populaire, que pour le Rassemblement national. Il faut bien faire attention aussi à ce qu'on envoie comme signal. Hein. C'est pas simplement le RN qui porte tous les espoirs. Il y a aussi la gauche. Sinon, on serait pas à front contre front. Moi, ce que je pense, dans tout ce que dit Bruno, j'adhère à 100%, parce qu'en plus, Bruno Cotresse il fait toujours un travail très subtil et on a besoin de nuances. Je dirais vraiment, je redis ce que j'ai dit. Je pense que l'abandon de l'ensemble de la classe politique, c'est-à-dire la gauche, le centre, la Macronie, etc., ça passe, retrouver, comment dirais-je, cette réconciliation, ça passe vraiment par les services publics. Vous n'imaginez pas à quel point la question des services publics, de l'école à moins de 20 bornes, etc., est quelque chose qui hante et qui vraiment plombe la vie des Français dans la ruralité. Sébastien. Mais tout comme le pouvoir d'achat notamment sur l'énergie, c'est bien de vouloir mettre tout le monde à la voiture électrique, on en a déjà parlé sur cette antenne, mais la réalité c'est que vous avez un certain nombre de Françaises et de Français qui ne peuvent pas et qui ne pourront pas y accéder. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Et en fait, on se rend compte que la plupart des thématiques qui ont fait le terreau de l'électorat, le terreau de la campagne de Jordan Bardella, tant aux européennes que dans le cadre de ces législatives, ce sont des thématiques que par tabou, par pudeur, nous n'avons pas réussi à adresser. Le pouvoir d'achat, fallait le faire jusqu'au bout. L'immigration, la sécurité, la problématique de l'identité dans le pays dans lequel on a envie d'évoluer. Et voilà. Et malheureusement, tant qu'on n'aura pas des politiques, je dirais mainstream, de gauche comme de droite, susceptibles de répondre à ces questions,
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, dans un instant, juste là, dans 2 secondes, le qui c'est qui l'a dit, avec une règle du jeu qui est, on sera intransigeant avec Philippe David. Ah oui. D'accord ? Que le meilleur gagne. Allez, tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et c'est avec Club des tricheurs Nathalie. Le club des tricheurs est ouvert. Voilà, les fous. Nathalie. Oui. Vous avez déjà joué avec nous, Nathalie ? Oui. Ah bon, d'accord. Vous aviez gagné ? Je me rappelle plus. Voilà, bon, mais c'est pas grave. Allez, cette fois-ci, c'est votre tour. Allez, question qui c'est qui l'a dit de 3 points. Écoutez bien. Les submersions migratoires, les vagues migratoires, ça n'existe pas. Qui c'est qui l'a dit? Estrosi. Marine Tondelier. Bonne réponse de Françoise Degois qui marque 3 points. Secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Qui c'est qui l'a dit, Nathalie, à 2 points. Une coalition de LFI-OLR est le grand rêve d'Emmanuel Macron. Eric Ciotti, non, je sais Non. Christian Estrosi. Non. Marine Le Pen. Bonne réponse de Sébastien Ménard qui marque 2 points. Marine Le Pen, exactement. Qui c'est qui l'a dit? 2 points. Je ne participerai pas à un gouvernement qui serait un gloubi-boulga de cohabitation, de coalition sans dénomination d'Emmanuel Macron. Oh oui, je l'ai vu. C'est un homme. Oui. Oui. Absolument. Attention. Ruffin. Elle a dit Ruffin. Elle a dit Ruffin. On l'a dit tous les quatre. Tous les quatre. J'ai tort, moi je l'ai pas dit. Elle a dit Ruffin. Nathalie l'a dit juste avant vous, elle en mange donc 2 points. Ah, putain, Nathalie. Nathalie, qui c'est qui l'a dit à 2 points sur le nouveau Front Populaire? On n'a pas tout réussi et il faut savoir ce qui a fait peur dans le rassemblement que nous avons construit. Fort. Non. Non. Allez-y. Mélenchon. Non. Il a perdu. Ah mais Roussel. Fabien Roussel. Bonne réponse. Elle a été plus rapide. T'as les boules, hein. C'est à l'image de la soirée de dimanche qui arrive. T'as les boules, t'as les glandes. Je l'avais aussi. La pétasse. Allez, 3 points, Nathalie. Gabriel Attal a raison de dire qu'il faut faire barrage au RN. C'est une nécessité, mais pas au prix de voter pour un candidat LFI. Nathalie. Oh. Blanc-Gauchat. Non, Malangosha, oui. Thévenot. Non. Allez-y. Dupond-Moretti. Non. Il est ministre. Darmanin. Bonne réponse de Sébastien Ménard qui a été un poil plus rapide que vous, Nathalie, en toute honnêteté. Et qui vient de On a m'éclater combien, là, un dis-moi tympan. Sébastien Ménard. 5 et 2 pour Nathalie. Philippe Bilger est aux abonnés absents. Je suis sourde de l'oreille droite. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? 2 points. L'unité qu'on a créée au-delà de la France insoumise du nouveau Front Populaire ne devrait pas être un coup d'un soir. Nathalie. C'est drôle. Oui, c'est drôle, c'est pour ça que je l'ai mise. Non, c'est le même parti. Sandrine Rousseau. Non. Marine Tondelier. Non. C'est le parti de Mathilde Palot. Ah, c'est Manon Aubry. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Très bien. Bravo. Qui c'est qui l'a dit? Allez, la dernière sur le clip contre le RN, c'est une bande de racailles. Ce n'est pas la fine fleur du rap, ou alors la fine fleur du rap est une bande de racailles. Nathalie. Ils sont nombreux à l'avoir dit. Oh, ouais, ils sont nombreux à l'avoir dit. C'est le père de Sébastien Ménard. Robert Ménard. C'est très bon. C'est très bon. Et normalement, c'était pour moi. Je peux avoir des applaudissements là pour moi. Allez, bravo. Si vous avez remarqué, Philippe Bilger vous a applaudi une seule fois. Je les avais tous, mais j'en ai marre de crier plus fort. Philippe Bilger, il est quand même Fanny, 0 point pour. Oui, absolument. Mais il y a des soirs où j'ai décidé de m'abstraire. J'ai déjà vu de la mauvaise foi dans ma vie, mais à ce niveau, jamais. C'est vous qui avez parlé d'une totale honnêteté tout à l'heure. Excusez-moi, mais il est bon quand même. Vous devriez faire de la politique, Philippe Bilger. Il est bon, mauvaise foi, je pense. C'était pas mal. Nathalie, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup. On vous souhaite de bonnes vacances. Vous partez quand en vacances? C'est fait? Au mois d'août. Au mois d'août? Non. Non. Voilà, c'est bien de le crier. Mois d'août. Voilà. Merci. On vous fait des bisous. Dans un instant, le top de l'actu, le tour de tac de l'actu, c'est qui? Mon regard sur Roland Dumas. Oui. Et moi, la Russie qui vote Le Pen, est-ce que c'est un baiser de la mort? Allez.
Et la ratatouille électorale. Et ben voilà, on sait dans un instant. Soyez les bienvenus. Merci de votre fidélité. On vous aime. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ce jour du jeudi, pas comme les autres, bien entendu, et surtout le dernier de la saison avec Philippe Bilger, Françoise Degois. Il fait ses courses, vous avez vu, il commande sur Internet, commande, là. Oui. On vous dérange pas, Philippe Bilger? Il commande des chamallows. Il achète son maillot. Pardonnez-moi, je vais arrêter tout de suite. Oui. Sébastien Ménard qui est avec nous. Ça y est, vous pouvez me commander du pain, Philippe? Comment vous y êtes? Merci beaucoup. Je réponds à une femme. Mais ça va pas, dites donc. Je réponds à une femme. Voilà, qui avait besoin d'un renseignement urgent. Très urgent, ça pouvait pas attendre. C'était quoi l'heure de votre encart ou dis-moi? Non, pas du tout. Elle m'interrogeait sur la qualité de séduction de Philippe David. Parce que l'avion pour le Cap d'Agde, il est à 21h. Ma chère Françoise, mais qu'est-ce que fait jamais que 1000 fois que j'ai entendu cet abri. Non mais ça fait 10 minutes que vous pianotez. Il suffisait d'écrire nul et c'était bon. Une seconde, ma chère. Ah oui, nul, c'est vrai. Allez, pardon, dans un instant, vous avez la parole avec Félix Mathieu, la gauche favorite aux législatives. Oui. Des législatives, pardon. Oui, la gauche favorite des législatives outre-Manche, au Royaume-Uni. Voilà, parce que c'est ça. Bah, je laissais le suspense. Non, mais vous avez trompé personne. Hein. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et je dois dire que je n'en peux plus de la violence qui marque cette campagne électorale. Dernier cas en date, hier Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement et son équipe ont été agressés physiquement lors d'un collage d'affiches dans les Hauts-de-Seine, tandis qu'en Savoie, la candidate RN Marie Daugier a elle aussi été frappée et a reçu 8 jours d'incapacité totale de travail par un médecin. À Cherbourg, le candidat LRRN, Nicolas Conquier et son équipe ont été attaqués mardi à coups de jets de pierre, entre autres par des antifas. Aujourd'hui, un adjoint au maire de La Tronche a été agressé alors qu'il collait des affiches pour le candidat Ensemble et ancien ministre Olivier Véran. Ces cas, rien que ces derniers jours, puisqu'il y a eu d'autres agressions physiques ou verbales particulièrement violentes dans le Val-de-Marne, la Loire-Atlantique, la Gironde ou Paris depuis le début de la campagne. Une campagne dans laquelle tous les coups sont permis, que ce soit au sens propre du terme, on serait tenté de dire au sens sale, ou de manière plus dégueulasse, en particulier sur les réseaux sociaux. Une campagne où certains leaders se complaisent à rajouter de l'huile sur le feu plutôt que d'appeler à l'apaisement. Une campagne au cours de laquelle on aurait aimé entendre le président de la République, lui qui est censé être le président de tous les Français, appelé au calme, une attente déçue alors qu'il a parlé tant de fois pour ne rien dire, en particulier pendant la crise du Covid, un silence aussi atterrant qu'assourdissant. Philippe Bilger. Alors deux choses, d'une part, j'aime beaucoup votre intervention, mon cher Philippe, parce que elle respecte elle ne viole pas le 2 poids 2 mesures. Vous avez raison de dénoncer toutes les agressions de quelque camp qu'elles viennent. Absolument. Et pour le président de la République, je suis plus réservé dans la mesure où on lui a beaucoup reproché d'intervenir à tort et à travers. Et même s'il intervenait dans ce cadre-là, je suis pas sûr que sa parole aurait le moindre effet. Enfin, moi, je suis absolument d'accord avec Philippe David. Je pense qu'il a absolument raison. La fonction du président de la République, c'est d'abord d'être garant de la concorde civile. Et ces agressions-là, depuis dimanche soir, elles se multiplient. Surtout, elles s'accélèrent. Il y a eu des échauffourées quand même lors du premier tour. Mais Emmanuel Macron, on a bien vu dimanche soir, il voulait parler, il fait un communiqué, etc. Moi, je pense qu'il sait plus tout à fait où il habite, même s'il donne le sentiment de savoir où il va. Il a remonté les ressorts, il sait plus du tout comment arrêter la machine. Et j'aurais aimé, effectivement, hier ou aujourd'hui, une parole forte en disant la démocratie doit rester absolument, comment dirais-je... Mais il est une partie au procès. Non, mais je suis d'accord, mais il reste quand même président de la République. Je veux bien qu'on dise qu'il sert plus à rien, mais il faut pas exagérer quand même. Sa voix, elle porte au moins pour 20% de gens. Sébastien Ménard. Je suis complètement en raccord avec ce que dit Philippe Bilger. Là où... je suis pas complètement d'accord avec vous, Philippe David, mais oui, effectivement, il faut condamner toutes les formes de violence, d'où qu'elles viennent. Force est de constater que là, pour le coup, elles viennent aussi d'un certain nombre de militants d'extrême gauche. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Vous délirez ou quoi? Non, si on fait la liste, pas. non mais arrêtez. Absolument pas. Sébastien, vous pouvez pas faire ça. Mais j'ai le droit de m'exprimer. Mais parce que ça, c'est pas les faits. Et Philippe David a vraiment respecté les faits. On verra. Mais moi,
c'est pas on verra. C'est parler vrai. J'ai le droit de dire ce que je pense. Non, ça c'est faux. Vous n'avez pas le droit de dire des choses fausses. On verra. Vous n'avez pas le droit de dire des choses fausses. Je vais aller au bout. C'est lamentable de dire ça. Je vais aller au bout de ça. Attendez, François, et l'extrême gauche aussi. Les militants du RN qui sont agressés. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis et je remercie Philippe David d'avoir fait l'équilibre exact. C'est pas pour que derrière Sébastien Ménard dise que c'est l'extrême gauche. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Je vous dis que si. Voilà. Mais il y a beaucoup d'extrême gauche par contre. Mais il y a beaucoup d'extrême droite aussi. Je vais aller au bout, s'il vous plaît. Je vais aller au bout. On a le droit de dire, d'engager ma parole. On n'a pas le droit de dire des mensonges. Mais j'ai le droit de dire ce que je pense. Ça c'est vrai, ce que vous pensez, mais ce qui n'est pas étayé par la vérité. Mais ça, on verra. Vous avez vos sources d'informations, j'ai les miennes. Allez, c'est bon. Moi, je dis simplement que vous avez raison, Philippe David, de condamner toute forme. Voilà. Après, est-ce que c'est la place du président de la République de condamner ça une fois de plus? Je suis comme Philippe Bilger. Voilà, j'ai mis une petite réserve là-dessus. Allez, vous avez la parole, Félix Mathieu. Pardon pour le retard. La gauche est favorite des législatives. 3 petits points en Grande-Bretagne. Oui, qu'on est législative en cache d'autres. Plongé dans notre dissolution à nous, on est presque passé à côté de ce qui se joue chez nos voisins. Bonsoir Maximilien Nagy. Bonsoir Félix, bonsoir à tous. Journaliste franco-britannique, merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors ça y est, les Britanniques votent depuis ce matin. Le leader des travaillistes, Keir Starmer, un ancien avocat en droits humains et ancien directeur du parquet général, est le favori après tout de même 14 ans de pouvoir conservateur. Est-ce qu'il faut s'attendre à un gros changement dans la politique britannique si ça se confirme? Je crois que Félix, tu poses exactement la bonne question. C'est assez peu certain. Non, je le dis très sincèrement. C'est absolument pas certain qu'on ait un grand changement dans la politique britannique pour la simple raison que le leader travailliste, il n'a fait qu'une chose pendant toute sa campagne et de manière très intelligente d'ailleurs, il n'avait sans doute pas autre chose à faire, qui était de pointer du doigt les défaillances des conservateurs. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a le reportage, l'a très bien mentionné, l'immigration qui est en hausse constante, alors que la promesse du Brexit, qui est en fait la promesse des conservateurs en 2016, c'est la baisse de l'immigration grâce à leur sortie de l'Union européenne. Force est de constater que c'est un échec. L'année dernière, des records d'immigration ont été battus. On a quasiment frôlé la barre des 800 000 entrées sur le sol britannique. Et là, on parle d'immigration légale et illégale confondues. D'entrée nette, c'est-à-dire de personnes qui sont restés sur le territoire, pas de personnes qui sont rentrées, sorties durant l'année. Premier point. Deuxième point, il y a la question de la sécurité sociale. Les conservateurs, là aussi, ont complètement échoué là-dessus. Parce que les listes d'attente, ont dépassé les plusieurs millions de personnes qui attendent en fait d'avoir un soin. Voilà, on est à des chiffres absolument jamais vus. Bon, la dette et les impôts ont augmenté aussi. Les travaillistes vont y faire différemment, pas sur les impôts, ils ont promis de les augmenter. En revanche, une chose qu'ils ont promis de faire, qui est fidèle à la tradition travailliste, c'est d'imposer la TVA aux établissements privés. Alors, les établissements privés en Grande-Bretagne sont des établissements qui ne reçoivent aucune subvention de l'État. On les appellerait établissements hors contrat en France. Et ces établissements bénéficiaient d'une exonération de TVA, donc une TVA qui est à 20%, comme en Europe, et qui leur permettait d'avoir des droits d'inscription parfois très élevés, mais pas trop élevés non plus, en précisant que des écoles privées, parfois, existent dans des quartiers assez modestes. J'en connais quelques-unes. Donc l'imposer va provoquer inévitablement une hausse massive des frais de scolarité qui parfois dépassent les 10 000 livres dans beaucoup d'écoles. Bref, voilà quelques exemples. Donc on aura certains changements, oui, intérieurs peu. En revanche, et peut-être que c'est un point intéressant qu'on va pouvoir aborder, on aura des changements probablement au niveau de la relation avec l'Union européenne. Merci beaucoup Maximilien Nagy d'avoir été avec nous, un journaliste franco-britannique. Merci beaucoup Félix. Thank you very much. Most welcome. You're welcome. C'est tout ce qu'ils savent dire, ils sont ridicules. Ils sont doués, ils nous impressionnent. C'est fou, il y a n'importe quoi. Allez, les tours de table de l'actu de nos vraies voix avec Philippe Bilger. Mon regard sur Roland Dumas. Avec vous, Françoise Degois. Poutine qui soutient Marine Le Pen. Avec vous, c'est Sébastien Ménard. La ratatouille électorale. Merci Maximilien, merci Félix Mathieu. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant.
vraies voix, c'est Madame de Ménibus au bout du fil. Voilà, et avec Philippe David, on vient chez vous, voilà, et tous les jours on vient chez vous, on s'invite, vous avez la gentillesse de nous ouvrir, merci beaucoup. Et quand on dit on vient avec Philippe Bilger, ok, avec Françoise de Gois, ok, là, avec Sébastien Ménard, ok, là. Vous êtes combien comme ça? C'est tout. Permettez-moi de dire une chose, à 18h21, si on vient chez vous à partir de 19h, un petit truc à manger, ce serait sympathique. Ça y est, il va se sortir. Ça commence. Ah ouais, je me disais aussi, ça faisait longtemps que son ventre n'avait pas parlé. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix. Mais on est chez les fous, là. Je vous baiserai les pieds. Ah oui. Mais ça faisait longtemps qu'on m'avait pas dit ça. Ça vous ennuie si je vomis? Je vous demande de vous arrêter. Le tour de table. De l'actualité. Bravo Maxime, notre réalisateur. Maxime, notre réalisateur. Il est fort. Et Philippe Bilger, votre tour de table de l'actualité. Un condensé des vraies voix. Absolument. C'est votre regard sur Roland Dumas qui est décédé hier à l'âge de 101 ans. Roland Dumas, ça aurait été formidable si à la fin de sa vie, il avait pu venir aux vraies voix. Mais alors, je ne l'ai pas connu, évidemment, dans l'ensemble de ses fonctions officielles, même si j'ai croisé parfois au Sénat le ministre des Affaires étrangères. On connaît tous le président du Conseil constitutionnel, le ministre, on connaît l'homme de plaisir, on connaît l'homme des basses et des hautes œuvres, mais moi j'ai eu la chance, enfin oui, je peux dire, j'ai eu la chance de le croiser dans les dernières années de sa vie. J'ai assez souvent déjeuné avec lui. Il était passionnant dans la manière dont il racontait l'histoire de France à partir d'anecdotes, il faut le dire, croustillantes sur Mitterrand et sur lui-même, et j'admirais cette parfaite courtoisie française, malgré ses dérives. Quand on me demandait dans des questionnaires quel est l'homme qui pour moi représentait le plus la courtoisie, l'urbanité française, j'étais obligé de répondre en même temps qu'un ambassadeur en Tunisie. Je parlais de Roland Dumas parce que c'était la classe absolue, en dépit des dérives. Et quand je déjeunais, j'étais très frappé, 95, 96, 97 ans, quand il faisait beau à l'extérieur, une jolie femme passait, eh bien j'avais beau lui parler de politique, il se détournait pour la regarder. Un sacré bonhomme. Ouais. Françoise de Gois. Oui, bien sûr, c'est comme on n'en fait plus en réalité, parce que Roland Dumas, c'est le produit d'une histoire. C'est le produit d'une histoire d'abord d'un pays, et puis c'est le produit de la conquête inimaginable qui était, parce qu'on se dit maintenant c'est fait, mais il faut voir ce que ça a représenté 81, en réalité la conquête du pouvoir par la gauche, et c'est le produit d'une amitié, d'un lien, amitié indestructible avec un autre grand prince qui est François Mitterrand. Alors moi j'ai jamais été très, j'admire l'homme de culture, etc., mais je pense qu'on ne peut plus faire de la politique comme ça. Le seul souvenir que j'ai de Roland Dumas, figurez-vous, j'étais toute jeune journaliste politique, et c'était le congrès de Rennes, les socialistes s'étaient foutus sur la figure, c'était sanguinaire. Ils se coupaient l'électricité dans les salles c'était comme seuls les socialistes sont capables de le faire. Et vous vous souvenez de Pierre Moreau avec sa rose cassée, fanée sur l'estrade. Et en fait, on voit arriver à 6h du matin, j'oublierai jamais, Roland Dumas en manteau de cuir. On aurait dit vraiment usual suspect, tu vois, pour régler le problème envoyé par le vieux, c'est-à-dire envoyé par François Mitterrand, pour mettre un terme à ce congrès et régler ce congrès. Et j'ai dit, voilà, ça c'est Roland Dumas. Il peut parler de Shakespeare, il peut citer Antonin Artaud dans le texte, et de l'opéra bien sûr, mais il est capable à un moment donné d'arriver comme un tonton flingueur et de buter tout le monde. Sébastien Ménard. J'ai oublié l'avocat, pardon, Sébastien. Dans ma courte vie de collaborateur politique, j'ai eu la chance, le bonheur de le côtoyer. De le côtoyer à une époque où il était encore une icône politique, une icône intellectuelle et une icône morale. Force est de constater que l'adage qui consiste à dire que la vieillesse est un naufrage lui va plutôt bien, avec tout le respect qu'évidemment on lui doit. Je rappelle quand même que malgré tout ce qu'il a pu faire, c'est-à-dire ce fils de résistant, devenu lui-même résistant, qui a construit la gauche moderne, qui a conquis le pouvoir en 1980, et de quelle manière, a fini quand même aux côtés de Alain Soral et de Dieudonné. Parce que c'est ça aussi la réalité à la fin, et celle-ci est beaucoup moins glorieuse. Et que on ne peut pas, quelque part, regarder, et j'espère qu'on ne regardera pas, l'histoire du grand Roland Dumas à travers ces derniers clichés qui faisaient l'apanage de quelques sectaires antisémites. Sébastien Ménard, puisque vous avez la parole.
Ah, c'est à moi? Bah oui, mais voilà. c'est à qui? À moi, je me suis, comme chacun le sait, je défends effectivement une position centrale, ce qui est évidemment... Dans le qui c'est qui l'a dit ou oui, non, là, il y a que dans le c'est qui l'a dit où je suis pas en même temps. Voilà, je suis d'abord pour moi et j'essaye de gagner. Voilà. Un vrai macroniste, quoi. Ouais. J'ai évidemment pris une bonne branlée à l'occasion des élections européennes et j'en ai pris évidemment une seconde, je l'admets, à l'occasion de ces élections législatives. Et depuis le soir du premier tour, on a tenté de trouver de faire amende honorable et de trouver une position dite d'équilibre pour à la fois comprendre et entendre ce que les Français ont, le message qu'ils nous ont envoyé à 2 reprises, et quelque part essayer aussi de trouver un chemin pour tenter de continuer à faire vivre la démocratie et la République. Alors, j'ai pas été de ceux qui ont effectivement encouragé un certain nombre de copains parlementaires sortants qui se sont retrouvés en 3e position dans des circonscriptions pas simples. Voilà, pas simples, parce qu'effectivement, quand on imagine un maintien, on imagine qu'on sera évidemment pas élu et que le risque est effectivement soit de faire gagner un candidat du nouveau Front Populaire. Alors, il y a des candidats du nouveau Front Populaire que je connais aussi, qui viennent du PS, qui viennent des Verts, etc., et qui sont plutôt fort sympathiques. Mais je fais partie de ceux qui, effectivement, se disent que RN ou LFI, c'est le même combat. Et le message que moi j'ai fait passer, c'est attention dans le cadre de ce 2e tour qui se jouera dimanche, à l'interprétation que vont faire les Français. Parce que, je l'ai dit d'ailleurs au président de la République, c'est que la mauvaise bidouille et les tristes tambouilles sont souvent, quelque part, les causes d'une grosse ratatouille électorale. Parce que, alors que les messages envoyés par nos concitoyens sont évidemment une volonté de changement et d'alternance, c'est très clairement ça. Attention à ne pas leur resservir quelque part la soupe avariée dont ils ne souhaitaient pas. Voilà, je dis juste ça. C'était mon petit coup de gueule que je partage ici, mais rassurez-vous, je l'ai aussi partagé avec mes compagnons de route politique. Merci beaucoup Sébastien Ménard. Dans un instant, Françoise de Gois, la Russie qui soutient le RN, vrai soutien au baiser de la mort, hein? Un vrai sujet. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, on est ravis de vous accueillir. Comme d'habitude, Philippe Bilger est avec nous, Sébastien Ménard et Françoise de Gois avec Philippe David. Toujours en forme. Oui. Oui, mais même en super forme. Je croyais que vous dormiez, moi. Non, pas du tout, je vous écoutais religieusement. Oh, c'est bien, j'aime bien quand vous dites ça me fait plaisir. Et je disais quoi ? Eh ben, vous disiez que c'était le retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise de Gois et Sébastien Ménard. Ah, mais il m'a vraiment écouté, hein, c'est fou quand même, c'est incroyable. C'était dur à retenir. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas comme si elle disait pas toujours la même chose à chaque reprise, tu vois. Ouais, c'est quel ça. filou. Alors que j'aurais dit Loïc Le Floch Prigent et Farid Temsamani, là où Mickaël Sadou, vous auriez posé des questions. Non, mais en revanche, ça m'aurait fait rire. Allez, tout de suite, la suite du tour de table de l'actu des vraies voix avec Françoise, avec ce sujet important sur la Russie et le RN. Oui, je livre à votre réflexion parce que je suis très étonné. Hier soir, c'est tombé et c'est extrêmement... Qu'on rappelle ce qui est tombé. Ce qui est tombé, c'est que la Russie, et Vladimir Poutine, par la voix du ministre des Affaires étrangères, souhaite la victoire du Rassemblement national en France. Donc c'est une déclaration officielle qui est tombée hier, à un moment, donc le mercredi soir, où ça peut encore percoler véritablement dans l'opinion. Alors quand on regarde ça, on se dit... parce que la Russie et l'Ukraine, c'est un véritable repoussoir. D'ailleurs, c'est une boule puante. C'est une boule puante, c'est un repoussoir. C'est véritablement, on a bien vu tous les efforts qu'ont fait Marine Le Pen et Jordan Bardella pour essayer de se rééquilibrer sur ce sujet, alors que eux-mêmes, bien sûr, il y a Thierry Mariani et que eux-mêmes, bien sûr, ont validé le référendum bidon de la Crimée, et que tout le monde, il y a toujours eu les yeux de chimène du RN pour Poutine. Mais en tout cas, ils ont réussi, si vous voulez, à mettre ça plus ou moins sous les ténoirs. Et Poutine, avec ses gros sabots, remet ça dans le débat public français. Donc je trouve intéressant. Moi, ma théorie, c'est un baiser de la mort, parce que je pense d'ailleurs que Poutine fait déjà, comment dirais-je, le calcul, comme d'ailleurs Marine Le Pen, puisqu'elle a redescendu que le RN n'aura pas de majorité absolue et que donc il ne peut pas gagner de façon absolue. Et c'est une manière
peut-être, de mon point de vue, de punir justement les responsables du Rassemblement national d'avoir finalement lâché la Turquie et pris fait et cause pour l'Ukraine. Parce que je ne sais pas si vous voyez, depuis la campagne des Européennes... Lâcher la Russie. La Russie, Oui, pardon, et pris fait et cause pour l'Ukraine. Je ne sais pas si vous voyez le discours du RN, à quel point il est maintenant ultra déterminé pour l'Ukraine. Donc je pense que c'est une punition et un baiser de la mort de Vladimir Poutine qu'il n'aurait peut-être pas fait si nous n'étions pas dans cette configuration et si le RN était en mesure de prendre une majorité absolue, peut-être qu'il n'aurait pas fait ça. Est-ce que vous ne croyez pas, Françoise, et là j'ai conscience que ma question est très naïve, hein, mais est-ce qu'elle ne pourrait pas, cette validation par Poutine, être de nature à satisfaire la part française qui aujourd'hui commence un peu à se lasser de l'Ukraine et de Zelensky en se disant... Après tout, le Rassemblement national, lui, s'il était au pouvoir, pourrait favoriser quelque chose qui ressemblerait peut-être à une accalmie. Le problème de la part dont vous parlez, c'est qu'elle fait beaucoup de bruit, notamment sur les plateaux de télévision. Elle fait beaucoup de bruit médiatiquement, mais elle ne pèse pas grand-chose. Si vous voulez, dans la composante du vote RN, elle fait beaucoup de bruit, elle est omniprésente sur tous les plateaux, on entend ça partout, sur Twitter. Mais dans la réalité électorale, il les regarde comme moi, Sébastien, dans la réalité de la construction du vote du RN, cette partie-là, elle est minoritaire. Non, mais je pensais même au-delà du RN, je pense qu'il y a une multitude de citoyens qui en ont marre. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens de centre-gauche, avec Poutine qui fait un gros clin d'œil en disant super Marine Le Pen, si tu arrives au pouvoir, je serai là, est-ce que tu crois vraiment que ça va faire voter en faveur du RN? Eh ben non. Et sur les ressorts de vote, j'explique ça tout à l'heure à Cécile, qui m'a beaucoup étonné moi-même, sur les ressorts de vote des gens qui doutent pour le second tour, il y a l'écologie et l'Ukraine. Donc, je pense que c'est un baiser de la mort. Je pense que c'est pour tuer le RN, en fait. Et l'opinion s'est quand même retournée. C'est qu'il y avait évidemment beaucoup de gens qui étaient très sceptiques sur la réalité de ce qui se passait en Ukraine au départ. Je suis d'accord avec Sébastien. Soutenaient très clairement, je dirais, le grand Vladimir Poutine contre le reste du monde. Ça s'est complètement retourné. Aujourd'hui, dans toutes les classes sociales, que ça soit à la campagne, que ça soit à la ville, on en parlait tout à l'heure, chez les CSP++, comme chez les CSP moins, la plupart des gens pensent que Poutine est allé trop loin. Poutine est un méchant, point. Il est du mauvais côté de l'histoire, en fait. Avec le paradoxe, Sébastien, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, mais ça n'est pas opératoire, fondamentalement. C'est tout à fait opératoire, et je vous le dis, dans tous les ressorts de vote des gens qui doutent au second tour, l'écologie arrive en premier. Qu'est-ce que vous regarderez en premier? L'écologie, et en deux l'Ukraine. Et moi j'ai été sidéré. Voilà, l'Ukraine. Merci beaucoup Françoise pour ce sujet. Dans un instant, on va revenir à quelques jours du second tour des législatives. On dénombre pas moins de 200, un peu plus de 200 désistements de candidats contre le Rassemblement national. Un barrage volontaire pour un parti aujourd'hui majoritaire en France. Alors parlons vrai. Est-ce que Macron ne se moque pas du monde quand il dit rendre la parole aux Français, mais décide de faire barrage d'une grande partie d'entre eux? Est-ce que le président de la République s'engage trop ou pas assez dans cette campagne? Et à cette question, peut-on barrer la route au RN quand on a promis de rendre la parole aux Français? Vous dites non à 94%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Ne partez pas, on revient dans un instant. À tout de suite. Chers amis, c'est non sans une certaine émotion. Quand ce jour de... Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Je suis en train de faire un discours. Je faisais un discours. Je me sentais déjà un peu orphelin de manière anticipée. Mais j'étais en train de faire un discours. C'est votre dernier jeudi. C'est votre dernier jeudi à tous les deux. Là. Nous, on revient la semaine prochaine. Enfin, dernier jeudi à l'antenne ensemble. On espère vivre encore quelques jours. Ce que j'allais dire. Vous annoncez. Vous aviez un truc à nous annoncer, Sébastien Ménard? On vous a eu quand même. On vous a eu, tu parles. Oui, tu parles. Pourquoi cette chemise noire? Vous pressentez votre deuil ou... Non, mais j'avais autant que je l'avais pas vu. J'ai dit aujourd'hui je vais mettre celle-là. Vous rentrez au gouvernement la semaine prochaine? Il en a marre de part des tâches. Chemise noire et cravate blanche. Bonjour monsieur, c'est le serveur. Oui, c'est vous le bar. Ça fait un peu Macron, mais j'aime bien chemise noire, cravate blanche. Ça fait un peu quoi? Macron.
J'ai pas entendu ça depuis 1000 ans. Ah, il manque quand même le costard à carreaux et les pompes. Oui, un peu Borsalino, vous vous rappelez le film avec Belmondo, Delon, etc. C'est un peu ce Ça style. projette une lumière un peu discutable sur Cécile qui est à côté de vous. Non, c'est-à-dire que le garçon qui est à côté de moi, il se compare à Belmondo. Quand même, mais quand même, mon Dieu. Mais Il est temps que ça se termine en fait. Oui, Vous avez la preuve que... Et vous savez quoi pour que ça se finisse vite, on va envoyer le jingle. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête tandis que nous ne serions qu'en 3e position, nous retirerons notre candidature. En toutes circonstances. Et après cette campagne de désistement entre les deux tours, il n'en reste plus que 95 après un décompte effectué par nos confrères du journal Le Monde. Et dans le détail, la gauche a retiré plus de 130 candidats, 132 candidats et le camp présidentiel 83. L'enjeu de ce second tour, c'est de priver l'extrême droite d'une majorité absolue. Pas une voix, pas un siège de plus pour le RN. Plus de 200 candidats ont décidé donc de se retirer des législatives alors qu'ils étaient qualifiés pour le second tour. Objectif, tenter d'empêcher une victoire du Rassemblement national dans les circonscriptions. Des désistements essentiellement opérés par des candidats issus de la gauche et de la coalition présidentielle. Alors parlons vrai, craignez-vous que ce barrage fasse monter la colère dans le pays, en particulier au sein de l'électorat du Rassemblement national ? Gabriel Attal a promis des référendums en cas de victoire. Serait-ce une bonne manière de rendre la parole aux Français, quitte à les interroger sur les propositions prônées par le RN ? Et à cette question, peut-on barrer la route au RN quand on a promis de rendre la parole aux Français ? Vous dites non à 94%. Au 0826 300 300, Aude attend vos appels et elle ne leur fera aucun barrage, c'est promis. Et Philippe Bilger, Emmanuel Macron sur la dissolution a dit « Je redonne le choix aux Français ». Mais y a-t-il un choix Mais il redonnait le choix aux Français, mais ce choix ne lui plaît pas. Et donc, à partir du premier... Pardon, on l'a déjà dit lors des débats antérieurs, Gabriel Attal l'indique, il est très clair, il dit « Le seul but du deuxième tour, c'est d'interdire au Rassemblement national d'avoir la majorité absolue. » Je considère que cette manière d'interdire que les résultats du premier tour entraînent des conséquences inéluctables au second, à cause de désistements contre nature. Au fond, c'est cela la question de Sud Radio, c'est de dire on prive les Français d'une parole parce que tout simplement on fait en sorte de biaiser le jeu démocratique. Moi je trouve ça assez scandaleux, le fait que l'équité démocratique soit battue en brèche au profit de manœuvres politiciennes dont je comprends bien la finalité partisane et qui permet de considérer que Marine Le Pen n'a pas tort lorsqu'elle dit qu'un parti unique avec un pluralisme à l'intérieur évidemment se dresse contre le Rassemblement national. Ça s'appelle de la démocratie. Enfin, les électeurs, ils sont capables de choisir. Il y a aucun candidat du Rassemblement national qui s'est désisté. Je comprends absolument pas cette crise que vous faites. Ça s'appelle le matraquage. Mais le matraquage, il y a aucun matraquage. La réalité, c'est que la gauche, c'est sa tradition. Vous pouvez pas nous prendre en défaut. Depuis 2002, c'est comme ça. Il n'y a jamais eu un moment où la gauche ne s'est pas désistée parce que ce que n'a pas mesuré Emmanuel Macron, et c'est pour ça qu'il se retrouve dans cette nasse, c'est qu'il n'a pas compris qu'est-ce que ça représente, à quel point c'est structurant le combat contre l'extrême droite. C'est une structuration de la gauche. La droite a d'autres structurations. Donc il a rien capté évidemment, et donc il s'est dit comment ils arrivent à s'entendre. Mais oui. Donc la gauche, elle a jamais été prise en défaut là-dessus. Donc elle fait ce qu'elle a à faire, et d'ailleurs elle le fait à des niveaux 130. Franchement, voilà, parce que nous on considère que l'extrême droite est l'extrême droite. Renaissance le fait aussi parce que d'abord dans Renaissance il y a quand même un certain nombre de gens qui sont quand même très sincèrement contre l'extrême droite, à commencer par Gabriel Attal, qui est le seul qui a eu un discours à peu près clair dimanche soir. Ça coulisse parfaitement, mais les électeurs sont libres de leur choix. S'ils sont pas contents de ça, les électeurs, ils ont toujours dans 577 circonscriptions quasiment des candidats du Rassemblement national. Et ben, s'ils sont pas contents, non seulement ils se reportent pas sur le candidat qui reste, et ils envoient le Rassemblement national. Je vois pas en quoi il y a un empêchement démocratique, sans blaguer. C'est hallucinant cet argument. Sébastien Ménard. C'est hallucinant. Alors vous avez et l'un et l'autre
complètement raison. Oh, t'arrêtes de faire en même temps. à chaque fois, tu fais pareil, ça fait 2 ans que ça dure. Ça va encore durer encore un peu, je suis désolé, il va falloir vous y habituer. On n'a pas encore réussi à tuer le macronisme, ça m'énerve. Non mais Philippe, là vous avez raison, c'est que moi aussi j'ai ce sentiment. J'ai ce sentiment étrange et pénétrant, enfin c'est de Baudelaire. Exactement. Qui ne prive pas tous les Français et tous les électeurs du choix, puisqu'il y a encore du choix. Là où Françoise a raison, c'est qu'il y a encore la possibilité. C'est qu'il y a encore la possibilité de faire un choix. Là où je pense qu'on est allé, semble-t-il, un peu loin, c'est qu'on avait des candidats qui étaient évidemment qualifiés, d'ailleurs d'où qu'ils viennent, qui portaient une voix, une singularité qui ne se retrouve pas. Non, mais qui ne se retrouve pas. Il faut être extrêmement clair, qui ne se retrouve pas. Et c'est tant mieux. Dans le Rassemblement national, mais qui ne se retrouvent pas non plus derrière des candidats ou derrière des candidatures qui sont plus de gauche, voire d'extrême gauche, que de centre-gauche. Et donc ils n'iront pas voter, c'est la liberté démocratique, tu vois. C'est là où je vous donne raison à l'un et à l'autre. Ce que j'ai dit tout à l'heure dans le cadre de mon tour de table, c'est qu'attention à la tambouille électorale. Bien sûr. Puisque moi j'ai la certitude que cette tambouille-là, pour le coup, elle va mobiliser. Comme l'a dit Ruffin. Elle va mobiliser contre l'objectif. C'est-à-dire que si l'objectif, c'était effectivement d'empêcher d'avoir une majorité large, voire absolue, moi je connais un certain nombre d'électeurs qui ne veulent pas. Et hier, on a participé pour quelques-uns autour de cette table une soirée où les gens discutaient. Et quand on leur posait la question, la plupart disaient si j'avais un doute, maintenant il n'y a plus de doute. Oui, voilà. Mais ça, et pardonnez-moi, Françoise. Et le doute, ils l'avaient pas pour savoir s'ils allaient voter pour la NUPES le retour. Enfin, le nouveau Front Populaire. Le vrai sujet, c'est que ces gens-là avaient un tabou, avaient une réserve, avaient encore un truc pour ne pas voter pour le Rassemblement national. Je peux vous assurer qu'ils vont voter pour ça. Alors, néanmoins... Non, mais je voudrais vraiment... Ce qui est important de dire aussi, c'est là où je suis d'accord avec Françoise, c'est qu'on a encore le choix. On a encore le choix, soit de donner, je dirais, un chèque en blanc à Jordan Bardella et à son gouvernement d'union frontiste, ou d'ouvrir le jeu. Voilà. Moi, je m'inscris tout à fait en faux parce qu'il faut quand même qu'on lutte contre nous-mêmes sur notre petit milieu. Je sais très bien qui est à cette fête et nous savons tous que les commentaires de plateau, si on écoutait les commentaires de plateau et de ce petit monde qui va de Saint-Germain-des-Prés à Boulogne, si tu veux, la gauche aurait fait 10%, elle se serait pas émise. Mais non, mais c'est pas le sujet. Vous êtes dans cet écosystème-là parfaitement autant que moi. Il faut qu'on pense contre nous-mêmes. Moi, je pense que justement, ce qui est en train de sortir dans les derniers sondages qu'on a, c'est que justement, les gens jouent le jeu du désistement plus encore qu'en 2022. Vous faites les étonnés, mais en 2022, ça a déjà été le cas. Ça a coulissé complètement entre Renaissance, entre La République En Marche et la NUPES. On a coulissé, pas à ces hauteurs de 220, mais on était sur des chances. Et puis je termine en disant que désistement ne veut pas dire fusion. C'est comme dans la Résistance. Je vais prendre un exemple un peu grandiloquent, mais dans la Résistance, franchement, vous aviez des catholiques pratiquants intégristes et des communistes qui faisaient sauter ensemble des trains. Mais rassurez-moi, c'est pas la Résistance. Non, mais c'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je veux dire, vous pouvez vous retrouver sur un ennemi, un adversaire commun, sans partager derrière le programme. Mais je suis frappé, Françoise. Vous ne cessez d'admirer le fait que la gauche se soit réunie avec l'extrême gauche en 2 jours. Mais c'est plutôt déprimant. Et pourquoi? Vous vous rendez compte, en 2 jours, on renie tout ce à quoi on croyait. Mais de quoi vous parlez? Écoutez, soyez assez aimable. On va pas partir sur on s'est réunis sur un programme déjà social. Si vous l'aviez lu, si vous saviez sur quoi s'est réunie la gauche. Le SMIC à 1600 €, c'est partagé par l'ensemble de la gauche. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Non, sur nucléaire, c'est pas vrai, parce que sur nucléaire, l'objectif, c'est de mix dans 40 ans. Vous ne connaissez pas le programme. Vous parlez, vous considérez qu'LFI est fréquentable? Mais je considère pas, moi, que LFI, et LFI, c'est pas un grand machin. Je pense qu'il y a 15 personnes chez LFI qui sont pas fréquentables, ça c'est sûr. Mais Ruffin, il est chez LFI et il est parfaitement fréquentable. Et bien voilà une très belle opération, au moins. Le retournement de situation. Merci beaucoup, Françoise. Vous savez ce que disait Jean Gabin? Non. Je sais qu'on ne sait jamais. Allez, merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci Françoise. Excellent. Françoise de Goua, merci beaucoup. Sébastien Ménois.
bonnes vacances. Allez, Merci, bonnes vacances. c'était un bonheur de travailler Bisous, les avec amis. vous. On a adoré. J'espère que vous serez, malgré tout ce que j'ai entendu dans les couloirs, je ferai tout pour que vous soyez là. On va réfléchir. On est fait On est, vous vous savez aime, quoi hein, tous les On deux. est un coquillage accroché à notre rocher, Ah ne oui. vous inquiétez pas. Et je vous aime et je voudrais présenter mes excuses à Philippe et vous David. voulez savoir d'être ce que si j'ai- méchante avec lui, mais je l'aime quand même. Mais il mérite quand même qu'on soit encore plus méchant la saison prochaine. Et voilà, je vous montre ce que j'ai écrit à Philippe David pendant l'émission. Je lui ai dit, oui, tu vas me manquer. Parce qu'on se tutoie. Et je lui ai répondu, et en plus, c'est vrai, avec un grand sourire. Allez, on se vous croirait embrasse. dans une cour de récré. Est-ce que tu viens pour les Love, vacances? love. Merci Bisous, à allez, vous. on vous retrouve demain pour les vraies voix, la dernière avec Philippe Bilger et d'autres vraies voix. Passez une très belle